Oui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV et Crazy FM. Oui, pour un temps de parole consacré évidemment à l'actualité, on a avec nous Elad Chakrina, maître Elad Chakrina. Avec lui, on va essayer de comprendre le fonctionnement d'une institution comme notamment la CCI, mais d'autres également, sur l'attribution de ces fameux marchés publics. Quelles sont les règles? Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que la CCI est dans l'actualité suite à la réception d'un communiqué de presse envoyé par le procureur de la République sur effectivement des accusations graves. On parle de recel, de faux, usage de faux. On va en parler tout de suite avec Elad Chakrina. Maître Chakrina, bonjour. Bonjour Patrick. C'est Maître Chakrina ou Maître Elad? Maître Chakrina. Maître Chakrina. Merci d'avoir accepté notre invitation. L'exercice est pas évident parce que l'objectif c'est pas forcément de parler de cette affaire-là, mais de parler, de nous expliquer la procédure. Quand on est à la tête d'une institution comme la CCI ou d'autres, pour attribuer un marché, on va dire de 40 000 euros, quelle est la procédure? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors tout d'abord, il faut savoir que la Chambre de commerce et d'industrie de Mayotte est ce qu'on appelle un établissement public. Donc ça veut dire que c'est un établissement qui est soumis aux règles du Code des marchés publics. Oui. Par conséquent, il va de soi qu'il y a deux éléments très importants à respecter, c'est-à-dire la procédure de concurrence, mais aussi la publicité. Parce qu'il faut savoir que dans le Code des marchés publics, vous avez trois grands principes. Tout d'abord, la liberté d'accès à la commande publique. Deuxièmement, le traitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde ça veut dire que voilà, tout le monde en principe doit avoir connaissance des besoins d'une personne publique. Et donc il doit y avoir une publicité qui permet à chacun de pouvoir savoir exactement quels sont les besoins demandés par la personne publique. Les annonces légales. Voilà, tout à fait, exactement. Mais bon, en tout cas, il y a quelques variations, mais ouais. On est en tout cas dans la publicité ne veut pas forcément dire qu'on publie dans un journal d'annonce en tout cas. Deuxièmement, l'autre grand principe, c'est le traitement qui doit être égal envers tous les candidats. Il ne doit y avoir aucune distinction, aucune discrimination. Ça veut dire que dans le cahier des charges, il doit en principe y avoir les éléments qui ont des critères objectifs. Et troisièmement, enfin, il y a la transparence. Ça veut dire que c'est un contrôle auprès de la personne publique. On vérifie si les deux critères ont bien été respectés. C'est-à-dire que n'importe quel candidat peut essayer de voir si, en effet, il n'y a pas eu de discrimination, s'il y a eu une liberté d'accès, en tout cas à la commande publique, s'il y a eu ou non du favoritisme. Et par conséquent, quand il y a un rejet de la demande, on doit en tout cas savoir quelles sont les raisons qui ont motivé le rejet de la candidature d'une personne qui a candidaté à ce marché. Dans notre cas, on a donc ici un marché d'un montant inférieur, en tout cas, au seuil de 134 000 euros. Pourquoi 134 000 ? Puisque vous savez que dans le Code de marché public, c'est l'article 26 qui le dit, c'est très clairement que jusqu'à 134 000 euros, on peut procéder à ce qu'on appelle, on peut passer un marché de procédure adaptée. Ça veut dire que la règle de la publicité est laissée à l'initiative de la personne publique. Et jusqu'à 134 000 euros, on peut par conséquent, en principe, passer une annonce soit dans un journal d'annonces légal ou bien soit au bulletin officiel des annonces des marchés publics. En tout cas, il y a une certaine liberté. Je dirigerai encore plus loin puisque en dessous de 90 000 euros, on a encore plus de liberté puisque la publicité n'est pas forcément de rigueur. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, en tout cas, de publier une annonce dans un journal, mais on peut procéder à une consultation. Dans ce cas-là, on se retrouve dans une consultation. Exactement, tout à fait. C'est quoi une consultation? On demande des devis, c'est ça? On peut demander des devis, on peut avoir 3 ou 4 en tout cas devis pour essayer de savoir exactement quels sont les critères en termes de prix, quelles sont aussi les prestations proposées par. Mais on doit avoir plusieurs devis. Ça, c'est une obligation. Plusieurs devis, oui, tout à fait, exactement. Il y a un chiffre qui est imposé par la loi? Non, il n'y a pas de chiffre particulier imposé, mais en tout cas, on estime que le bon sens voudrait que ce soit 3, 4 ou 5 devis. D'accord. Alors dans ce cas de figure, on a un procureur qui écrit dans son communiqué et il parle, les accusations semblent graves, mais on a du mal à mettre derrière des applications. Je m'explique. Il parle de recel, il parle de faux et usage de faux. Comment il peut y avoir recel dans une attribution de marché public ? Le recel, tout d'abord, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on dissimule des éléments qui sont eux-mêmes, en fait, qui proviennent eux-mêmes d'éléments délictuels ou d'éléments de crime. Par conséquent, si maintenant vous avez par exemple, dans ce cas de figure, passé un marché et qu'on estime qu'il y a des documents
qui ont été dissimulés, parce que le recel, c'est une infraction complémentaire qui donc se greffe sur une première infraction. La première, c'est celle qu'on appelle le faux et usage de faux. Généralement, quand il y a du faux, il y a toujours son usage, évidemment. Une altération donc de la vérité. Par conséquent, dès l'instant où on a un recel sur du faux, c'est-à-dire qu'on dissimule donc un document pour pas qu'il soit divulgué, pour pas qu'il soit connu, à ce moment-là, ça veut dire que on est en effet dans une situation où on ne souhaitait peut-être pas, en tout cas, c'est pas dans ce cas en tout cas, mais de manière générale, là, on ne souhaitait peut-être pas à ce qu'il y ait une règle que la procédure de publicité, de mise en concurrence soit appliquée de manière rigoureuse. Donc, allez, imaginons, on est dans la fiction, là, maître. Dans un cas de figure qui serait similaire à celui-là, ça serait quoi? On pourrait imaginer des devis qui soient pas forcément des vrais devis ou faits véritablement comme ça devrait se faire. Et est-ce que ces documents-là peuvent être considérés comme faux? Alors oui, si maintenant on n'a pas un devis qui correspond à un devis réel, en effet ça peut être considéré comme un faux, puisque il faut savoir que le faux c'est avant tout donc une altération de la vérité. C'est un document qui est falsifié dans un but de créer un droit. Donc ici ça veut dire qu'il y aura un fait qui aura des conséquences, des faits qui auront des conséquences juridiques et par conséquent oui on peut parfaitement bien être en présence d'un recel et d'un faux et d'usage de faux dans ce cas de figure, oui. Mais par contre je tiens juste à souligner, puisque c'est tout de même une affaire très sensible, que pour le moment, en tout cas la justice suit son cours. Moi je me prononce uniquement à titre juridique, et je tiens donc à préciser aussi... C'est une consultation là qu'on fait. C'est une consultation, oui. Donc il faut savoir qu'il y a tout de même l'élément matériel et intentionnel aussi qui sont des éléments qui sont pris en compte. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que l'élément matériel, si maintenant vous avez un document que vous dissimulez, on sait concrètement, on sait quel est ce document. Mais maintenant, si maintenant il y avait cette intention, il y avait véritablement, en tout cas, une volonté de parvenir à un caractère frauduleux, là, à ce moment-là, évidemment, on est dans le cumul des critères qui constituent un recel. Oui, évidemment. Samuel. Dans le cadre d'une consultation comme celle-ci, il n'y a pas forcément de règles de publicité. On peut contacter des entreprises pour leur demander des devis. Mais dans le choix final, est-ce qu'il y a une règle qui s'applique, notamment sur le mieux disant ou le moins disant? Eh bien, c'est souvent la règle, en tout cas, du critère du prix. Mais il faut savoir aussi que, sachant que la personne publique a tout de même une plus grande liberté de choix de ces entreprises, il va de ça qu'on regarde tout de même aussi un minimum l'état de cette entreprise. Si maintenant c'est une entreprise qui est sérieuse, puisqu'il faut tout de même pas oublier qu'une chambre de commerce et d'industrie a vocation avant tout à remplir des missions d'intérêt général. Donc il est très très clair que la fiabilité de l'entreprise doit avant tout être regardée. Flo ? Oui, justement, en parlant de fiabilité d'entreprise, une entreprise qui ne serait pas dans les clous par rapport à ses cotisations ou à d'autres règles qui régissent les sociétés, elle a le droit de soumettre un devis et d'être acceptée ? Elle a le droit de candidater comme n'importe quelle autre entreprise. Ensuite, à chacun de prendre ses responsabilités. Et en fonction du cahier des charges, si effectivement c'est mentionné, elle peut ne pas avoir l'attribution. Après, oui, faire une proposition, elle a toujours le droit de la faire. Elle soit retenue ou pas, c'est évidemment un autre débat. Dans cette affaire, il y a une personne, on va pas commenter cette affaire, mais il y a une personne, notamment le DGA, Abdul Karim Bamana, qui à l'époque, c'est ce qu'il nous a déclaré hier, avait prévenu le président, ou celui qui avait la délégation générale, avait prévenu le trésorier de ne pas payer, avait prévenu le président que la procédure était... Il y avait quelque chose qui tournait pas rond, quelque chose qui n'était pas normal. Et il se retrouve aujourd'hui complice. Et le procureur lui reproche de ne pas avoir fait d'article 40. C'est quoi exactement l'article 40 ? Alors l'article 40 induit d'aviser le procureur de la République lorsqu'on exerce des fonctions de représentant d'un établissement public, lorsqu'on a un mandat électif, lorsqu'on est un agent aussi d'un établissement public, d'aviser le procureur lorsqu'on est en présence d'un fait qui serait susceptible de constituer un délit ou un crime. Par conséquent, ça veut dire que dès l'instant où on a eu connaissance d'une quelconque situation de cette nature, on doit en tout cas envoyer directement un courrier au procureur. De ne pas faire cet article 40 fait de cette personne un complice ? Eh bien,
Maintenant, si vous voulez, à premier abord, en tout cas, c'est ce que vous vous dites, mais pour qu'il puisse y avoir une complicité, je pense qu'à mon avis, il faut un peu plus vérifier si en effet il y avait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un élément intentionnel, ou est-ce qu'au contraire, là, il s'agissait d'une négligence, ou est-ce qu'il s'agissait tout simplement en fait d'une méconnaissance de la procédure. Toutes ces questions peuvent se poser. Alors évidemment, il y a certains auditeurs, il y en a quelques messages qui viennent d'arriver en disant ouais, on nous parle de 40 000 euros, c'est pas non plus une somme énorme, mais c'est de l'argent public. C'est quoi l'argent public? D'où vient cet argent public? Ce sont nos impôts, puisque l'argent public, c'est ce que tout le monde, c'est ce que nous cotisons, c'est ce que nous payons. C'est notre argent, c'est notre argent, tout à fait, oui. Donc ce sont des gens effectivement qui travaillent dans des institutions qui sont là pour dépenser notre argent et il y a des règles pour le dépenser. Justement. Exactement, tout à fait. Sam. Alors, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans un marché public, recel, faux et usage de faux, ils encourent combien avec de tels faits? Alors en principe, il y a ce qu'on appelle en droit pénal le cumul plafond, c'est-à-dire que la peine la plus lourde qui s'applique, c'est celle en tout cas qui correspond ici au recel, parce que le recel c'est normalement 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Mais on n'est pas dans ce cas de figure, encore une fois, et je pense qu'à mon avis il faut au maximum, tout à fait. C'est la peine la plus grave en tout cas qui s'applique, mais on n'est pas dans ce cas de figure, puisque vous savez que pour un moment ils sont présumés en tout cas innocents et bon, en tout cas la justice suit son cours. Comment on se défend quand on est dans ce genre de situation, parce que c'est pas non plus des violeurs, des voleurs, a priori on est sur des procédures, à voir ce que va sortir cette affaire, mais on est sur des procédures qui auraient été mal montées, peut-être un petit peu arrangées. Comment on peut s'en sortir de ça? Comment on peut s'en défendre? En choisissant un bon avocat déjà. Ça c'est clair. Bien joué, bien joué. Il faut prendre plutôt des avocats spécialisés en droit, plutôt non, j'imagine. Bon, alors ici, on sait que on a quand même en droit administratif. En droit administratif, vous voulez dire. Il y a le bébé de show là qui se non, mais un avocat spécialisé en droit, c'est important aussi quand même, Patrick. Tout à fait, c'est pas mal. Oui. Alors bon, évidemment, si maintenant on a un avocat qui est un peu plus à l'aise. En droit des marchés publics, en contentieux pénal aussi, puisque bon, c'est avant tout une question pénale ici. C'est grave de dépenser de l'argent public comme ça quand c'est pas dans les règles. C'est plus grave qu'autre chose. C'est toujours grave, puisque l'argent public, comme je l'ai dit, ce sont des impôts, et évidemment les règles à respecter sont très rigoureuses. Puisqu'il y a plusieurs seuils, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, cette procédure de mise en concurrence, de transparence, par conséquent, oui, ça l'est. Est-ce que nos élus sont suffisamment formés à ça? Est-ce qu'on a tous, quand on est élu, forcément conscience de l'enjeu, que c'est pas forcément le montant qui compte? On se souvient de cette histoire de Foutari à 5 000 euros pour Zaidani, on se souvient de cette histoire. C'est rien 5 000 euros, enfin c'est rien, c'est beaucoup d'argent, mais je veux dire, c'est pas non plus des sommes astronomiques, on parle pas de millions. Eh bien, rappelez-vous, il est allé en garde à vue. Oui, mais c'est pour 5 000 euros. C'est sur le principe, la loi est la même pour tous, et elle doit s'appliquer rigoureusement. C'est d'ailleurs justement le fait, enfin c'est quand même en tout cas un avantage incroyable d'être dans un état de droit, puisque la loi est la même pour tous, peu importe le montant, les règles sont précises, il faut les respecter. Sam, une conclusion? Non? Ça tombe bien, sinon oui, non. J'avais une question, mais elle vient juste de me quitter. Elle reviendra la semaine prochaine. C'est pas grave, on va, parce qu'on est déjà un petit peu à la bourre. Merci beaucoup, maître Elad Chakrina, d'être venu sur le plateau, d'avoir répondu clairement à nos questions, parce que l'exercice n'était pas facile. Ne pas parler de cette affaire, parler d'une manière générale du principe des procédures, notamment en termes de marché public, c'était pas évident. Merci d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à nos questions. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.